Bonjour messieurs, vous écoutez Bonhomme le Talk. Tous les 15 jours, nous recevons un homme inspirant qui nous explique comment il vit sa masculinité. Ensemble, nous discutons de son expérience, des défis qu'il peut rencontrer en tant qu'homme dans sa vie quotidienne et de ses aspirations. Rejoignez-nous pour une discussion d'homme à homme, sans détour ni tabou. Et aujourd'hui, nous accueillons Geoffroy de Bec de Lièvre. Bonjour Geoffroy. Bonjour Amaury. Bienvenue dans le podcast Bonhomme le Talk. Merci de nous accorder de ton temps. Geoffroy de Bec de Lièvre, la holding d'investissement K2 Invest que tu as fondée te décrit comme un entrepreneur multirécidiviste et un investisseur. Entrepreneur multirécidiviste car tu as fondé plusieurs boîtes en France et en Chine, dont notamment ton grand succès avec Marco Vasco, boîte spécialisée dans le voyage sur mesure, qui est devenue leader dans le secteur et qui en 10 ans a atteint les 70 millions de chiffre d'affaires. Bravo. Multirécidiviste surtout car avec toi, qu'importe les échecs et les loupés, tu persistes et tu souhaites continuer à créer. Tu as cédé l'entreprise Marco Vasco en 2017 si je ne me trompe pas. Tu es toujours investisseur, créateur d'entreprise. Tu es membre notamment du comité directeur de Croissance Plus, qui œuvre pour une société entrepreneuriale qui allie sens et croissance. On pourra parler du sens et de la croissance. Geoffroy de Bec de Lièvre, entrepreneur à succès, homme d'affaires accompli, businessman de haute catégorie. Est-ce que tu es un peu tout ça? J'en sais rien. Écoute, en tout cas, oui, j'essaie d'entreprendre et je trouve que c'est fabuleux. Je me le dis régulièrement de faire ce métier et je trouve qu'on est extrêmement privilégié. On est entouré de gens dans l'entrepreneuriat qui ont envie de construire, qui ont envie d'aller de l'avant, qui globalement pensent positivement et donc c'est un énorme privilège en tout cas. Oui, entreprendre. Et trop bien, je voulais commencer par justement cette vie d'entrepreneur. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Rudyard Kipling qui dit « Si tu peux recevoir triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, l'échec, la réussite en tant qu'entrepreneur, est-ce que ça a autant d'importance l'un comme l'autre ?» Ouais, mais de toute façon, on réussit jamais du premier coup. Donc, ouais. Mais ça, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il faut l'échec avant pour... Honnêtement, j'ai peu d'exemples autour de moi. Enfin, je crois qu'honnêtement... on est obligé de démarrer par des phases de tâtonnement, d'apprentissage. On fait des erreurs parce qu'on est débutant entre guillemets dans l'entrepreneuriat. Souvent, on veut faire quelque chose de très innovant. Est-ce que c'est le bon timing ou pas? On a quand même de grandes chances de se planter. Et oui, je pense que c'est assez rare et assez compliqué de trouver la bonne recette dès le début. Ouais. C'est certain. Oui. Enfin, le propre de l'entrepreneuriat, c'est aussi un peu d'innover. Donc d'arriver à innover et d'avoir un produit qui réponde à un besoin le moment où on lance, c'est pas évident. Et au-delà de l'échec au lancement d'entreprise, toi-même, les erreurs dans la vie de l'entreprise sont hyper importantes pour faire grandir l'entreprise. Ouais, moi j'essaie de cultiver ça. C'est quelque chose qui est assez compliqué parce que moi je pense que s'il n'y a pas d'échec, c'est qu'il n'y a pas d'essai, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de tentative et d'innovation et de prise de risque. Et pour autant, il peut être très mal perçu. Nous, on avait mis en place un prix de l'échec chez Marco Vasco. Excellent. Où on décernait donc un prix à la personne qui avait eu une des meilleures initiatives, qui aurait pu être géniale et qui s'est terminée par un flop. Mais qui avait néanmoins tenté le truc. Et puis après, on essayait de l'analyser, on comprenait, etc. Et c'est marrant, il y avait certains qui trouvaient ça canon, puis ça leur donnait des ailes pour tenter des trucs. Et il y en a d'autres, il y en avait une qu'il avait reçue, qu'il avait super mal prise. Quoi. Ah oui. Je lui ai dit, mais non, mais c'est génial, t'as juste tenté un truc qui était canon. Et, enfin, l'échec, je trouve qu'on apprend énormément des échecs à condition, parce que si on fait pas cet exercice, c'est vraiment dommage, de se poser, de prendre le temps. Nous, vraiment, on faisait même des espèces d'enterrement des projets qui avaient foiré, et on se mettait autour de la table et on essayait de lister toutes les raisons pour lesquelles, déjà, on avait voulu le lancer, qu'est-ce qu'on avait fait de bien, qu'est-ce qui fait que ça n'avait pas fonctionné, qu'est-ce qu'on aurait dû faire autrement. Et je trouve que quand on fait cet exercice et qu'on va vraiment au bout, on prenait vraiment du temps, on prenait 2 heures pour enterrer un projet. Oui. Et ben en fait, on se rend compte, et c'est jamais sur le moment, hein, c'est quelques mois après qu'il y a eu un apprentissage où qu'on se sert de quelque chose qu'on a appris pendant cette phase-là. Mais c'est intéressant, ça peut être 1 an après, 18 mois, mais en fait, on apprend toujours énormément. C'est passionnant. Oui. C'est génial comme idée. Ça peut donner des idées à d'autres entrepreneurs qui écouteraient. Et est-ce qu'il y a un peu une solidarité entre entrepreneurs où c'est chacun son couloir, mais justement dans ses galères, dans ses échecs, il y a un peu une cohésion quand même du monde des entrepreneurs où c'est chacun pour soi. Non, de toute façon, les entrepreneurs sont plutôt des gens assez ouverts, donc on est toujours ouvert pour aller rencontrer d'autres personnes, échanger sur les difficultés, sur la croissance, sur plein de trucs. Enfin, donc on admet ça aux autres, c'est bien sûr. Puis il y a de plus en plus d'instituts qui existent autour du mentorat, où on est content au début de se faire mentorer par un entrepreneur qui a un peu plus d'expérience. Ouais. Puis quand soi-même on a plus d'expérience, on change et
on va de l'autre côté et puis on devient soi-même mentor. Et je pense qu'il y a toujours cette envie de transmettre, d'échanger. Donc, ouais, bien sûr. Et à force d'échecs, à un moment, la réussite, c'est le cas pour toi, notamment avec ta grande boîte de voyage, mais avec plein d'autres choses. Est-ce que c'est grisant la réussite? C'est quoi? On prend facilement la grosse tête, on surfe, on a l'impression d'être au-dessus de tout. Ouais, alors je sais pas déjà comment on définit la réussite. Nous, en tout cas, on a réussi à développer un modèle qui nous a permis d'avoir une croissance assez soutenue. Et je pense qu'en fait, avec du recul, l'exercice qui était compliqué, parce qu'il y a plein de boîtes qui font de l'hypercroissance, enfin, on en a beaucoup entendu parler, même il y a un an, on parlait vraiment des licornes, etc. Ouais. Mais c'est souvent des croissances très coûteuses avec pas forcément un bon modèle de rentabilité derrière. Et nous, ce qu'on a vraiment réussi à faire, je pense, et l'exercice qui était compliqué, c'était d'arriver à gérer hypercroissance et rentabilité en parallèle. C'était assez dingue. Honnêtement, on n'en avait pas conscience sur le moment. Oui. Et c'était marrant. Enfin, au bout de la 4e année, on a une croissance assez soutenue. Si on regarde en chiffre d'affaires, mais ça, c'était après le pivot, hein, parce que si on en parlera peut-être après. Mais il y a eu 3 ans de pivot, et quand on a trouvé le bon modèle, après, on a eu une croissance, on faisait 3 millions la première année, 12 la deuxième, 20 millions la troisième, 40 millions la quatrième, et 10% d'EBITDA. Ouais. Et en fait, c'est assez rare des boîtes qui ont une vraie trajectoire de croissance comme ça, et en parallèle de rentabilité. Et nous, on avait réussi à faire cet exercice et à concilier ces deux leviers, croissance et renta. Et honnêtement, je pense qu'on a été énormément aidé par le timing, par le moment où on l'a fait. Ce serait plus faisable aujourd'hui de la même manière sur ce secteur d'activité, en tout cas. Mais le mot croissance, pour toi, est hyper important. Moi, je trouve ça amusant. J'aime bien le développement. C'est plus un stimulant qu'une. Je sais pas. Est-ce que c'est l'objectif ultime, toujours croître, et du coup un peu. Non, mais toujours dans les chiffres. C'est marrant parce qu'en fait, ce qui est passionnant dans le développement d'une entreprise, c'est que soi-même, en fait, on se développe à chaque étape de l'entreprise. Ouais. On démarre, au début, on est 10 dans un bureau, on n'a pas de business plan, ou il voit rien en tout cas. On tâtonne, on se démerde, on a des alternants, on a du mal à payer les gens. Enfin, ouais. Et voilà, quand on est 30 ou 50, il faut commencer à se structurer, à recruter quelques personnes un peu plus seniors, à mettre en place un CSE, différents trucs. Ouais, à 100 personnes, c'est encore autre chose. À 150, moi, je me souviens d'une anecdote, mais qui m'avait vraiment heurté. On prenait l'ascenseur, on avait un immeuble place Saint-Ferdinand dans le 17e, et on avait 4 étages sur les 7, et il y a quelqu'un je lui demande à quel étage il allait, et il me dit qu'il bossait pour moi en fait, et je le savais même pas depuis quelques mois, et ça, j'ai pris une grosse claque en me disant non, merde, c'est pas possible. Et puis quand on est 200 ou 300, en fait on ne fait objectivement plus rien, on est plus que là pour travailler sur la vision, pour s'assurer qu'on a le meilleur COMEX, qu'on a la meilleure équipe, qu'ils appliquent la stratégie définie, mais on n'est plus sur le terrain et à taper la balle quelque part, quoi. Et donc, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on apprend sur soi et on se développe soi-même à chaque étape de développement de la société. Ouais. Je trouve que c'est génial d'apprendre toute sa vie. Donc je trouve que c'est plutôt ça qui est intéressant dans la croissance. Et après, pour les personnes qui rentrent dans des boîtes de croissance, eux-mêmes, ils vivent ces aventures. Ouais. Et ils y participent. Enfin, moi, j'avais recruté un conseiller voyage. Quelques années après, il avait une équipe de 200 personnes. Un agent de résa, à la fin, il avait une équipe de 50 personnes. Et donc, eux-mêmes se sont développés en même temps que la société se développe. Donc, je trouve que c'est des apprentissages qui sont super enrichissants. Et c'est pas intégrer une boîte qui roule déjà depuis des années et qui ne bouge plus, quoi. C'est vraiment rentrer dans une... Ouais. Ça, c'est excellent. Ok. Et ça serait quoi pour toi les qualités, du coup, d'un bon entrepreneur avec les années d'expérience que tu as maintenant? Je sais pas s'il y a des qualités très précises. Il y en a qui sont plus analytiques que d'autres. Je pense que chacun est différent. Je pense qu'en tout cas, les points communs, c'est un minimum de ténacité, de pugnacité, de volonté, de capacité de s'adapter pour justement, si ça marche pas, faire un pivot, et tout en essayant de garder le moral. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est des qualités assez essentielles pour le coup. L'écoute pour toi est importante des équipes. Enfin, la boîte grandit, de plus en plus de monde, justement, de rester à l'écoute, de pas s'enfermer dans son bureau pour donner sa stratégie. Ouais, ça c'est évident. D'entourer de bonnes personnes. C'est certitude. On dit souvent un bon chef s'entoure de bonnes personnes, quoi. Tout à l'heure je faisais le parallèle avec un entraîneur d'équipe, mais on est là, on définit la stratégie, on recrute les meilleurs joueurs, et donc on s'entoure des meilleures personnes, et dans chaque domaine, les membres du COMEX doivent être bien meilleurs qu'on ne l'est nous-mêmes. Et heureusement d'ailleurs, sinon on va nulle part, quoi. Ouais. Donc ça c'est indispensable, quoi. Et après, oui, évidemment, il y a plein de qualités perso, comme savoir écouter, savoir communiquer, parce que c'est essentiel, hein, communiquer une vision, communiquer un plan stratégique, c'est crucial. Il faut être commercial parce que
Quand on a besoin de recruter, il faut savoir vendre sa boîte. Quand on a besoin de trouver de l'argent auprès de banquiers ou d'investisseurs, il faut savoir vendre sa boîte. Quand on a besoin, donc il y a des capacités commerciales. C'est un peu mieux également de savoir compter. Donc voilà, c'est un ensemble de plein de choses. Et puis après, là où on a des lacunes, le tout c'est de bien se connaître et puis de recruter des gens qui compenseront. Et donc il y a toutes ces compétences un peu techniques et après aussi, cette capacité un peu plus intrinsèque à la personne d'être un leader, d'être un chef, de réussir à emmener les équipes avec une vision, une stratégie. C'est pas aisé d'être un leader, parce qu'on peut être très bon dans son domaine, mais si les équipes suivent pas, s'il y a pas la patte humaine, s'il y a pas la patte mais faire rêver. Ça prend personne. Enfin, je crois pas qu'on naisse leader. Je pense qu'on se développe. Il faut avoir conscience. Je pense qu'il y a un travail à faire sur soi-même en même temps qu'on entreprend. Et alors, est-ce qu'on peut se faire coacher, est-ce qu'on peut lire, ou être mentoré? Mais je pense que c'est important de se connaître. Moi, j'avais défini quelques trucs qui m'étaient assez chers du temps de Marco Pasco. Je sais plus comment ça s'appelle, ça, une espèce de commandement de trucs. Mais voilà. Et puis j'avais été à un moment aidé par un coach que je voyais une fois par mois. Mais on doit travailler sur soi pour apprendre justement à être meilleur dans son rôle. Ouais. Puis il y a plein de bouquins passionnants aussi là-dessus. Et mais il y a un côté où t'as l'impression que ça a autant de joie, il y a ce côté grisant du pouvoir, et en même temps tu ressens tous les devoirs que ça incombe, et du coup ça te met une exigence d'être un peu on dit souvent le chef c'est le premier levé, dernier couché. Moi la notion de pouvoir déjà je la vois pas du tout, parce que c'est pas du tout ma vision du chef d'entreprise. Hein, mais très intéressant. Ouais. Mais je pense que de toute façon ce n'est qu'un travail d'équipe, collaboratif, participatif. Je pense que les leaders qui tiennent dans la durée, c'est des gens qui ont une position limite, qui sont en position basse dans un comex, qui sont là pour poser les bonnes questions, pour écouter et pour faire grandir les autres quelque part. Hein. C'est pas. Je pense que c'est. Mais donc des devoirs plus que des droits. Mais je pense que c'est, en tout cas, ça c'est des qualités qui sont importantes. Ok, trop bien. Les entrepreneurs aujourd'hui, est-ce que c'est un peu pour toi les aventuriers des temps modernes? On sort de sa zone de confort et on prend tous les risques. Est-ce que pour toi c'est une manière de vivre l'aventure? On dit souvent je regardais un peu qui tu étais, que tu avais traversé le Gange à 18 ans, puis 6 mois de maladie derrière. C'est pas le truc le plus malin que j'ai fait. Et monter un volcan en Tongue. À 6000 mètres d'altitude. C'était pas mal. Ouais. Non, mais ça c'est parce que j'aimais bien, puis c'est mon côté plus grand voyageur. C'est pour ça que j'ai monté une boîte dans ce domaine. Mais j'adore voyager. Monter en Tongue, marrant. Redescendre, c'est un peu chiant, non? Non, mais c'était totalement inconscient. Ouais. C'est juste que j'ai parti me balader en Amérique du Sud l'été avec des copains, et j'ai rencontré deux gars de Chamonix qui faisaient l'ascension du truc. J'ai dit, moi, je viens avec vous, et je l'avais pas du tout prévu. Donc, je suis allé dans la tenue dans laquelle j'étais, mais c'était totalement dingue, quoi. Okay. À ne pas reproduire chez vous, et laisser faire par des professionnels. Mais du coup, c'est retrouver un peu cette dose de risque, de challenge dans l'entrepreneuriat. C'est stimulant. Tu cherches cette dose de stress. C'est excitant, en tout cas, c'est amusant. C'est génial de savoir qu'en fait, on va construire la vie et la société notre société telle qu'on l'imagine. Je trouve que c'est une énorme satisfaction, une énorme liberté aussi. C'est vraiment génial de se dire qu'en fait, tout est possible. Et puis après, ça tient de nous en partie, de la chance. Je pense qu'il en faut quand même pas mal quand on entreprend. Et ça, c'est un truc qu'il faut pas sous-estimer. Mais voilà, on ne le sait qu'après. Et Marco Vasco, la boîte de voyage, Marco Polo, Vasco da Gama, deux grands explorateurs. Enfin, le nom est quand même inspirant. Le voyage aujourd'hui, c'est aussi un peu avec les voyages que tu proposes dans cette boîte que tu as montée, c'était l'idée on peut continuer à explorer le monde, même si le monde un peu tout est déjà été découvert. L'aventure est toujours possible. On peut prendre un peu les chemins de traverse même dans le tourisme. Ouais, c'était du voyage vraiment un peu différent, hors des sentiers battus, et l'innovation du moment, en fait, parce qu'il y avait déjà des acteurs qui faisaient ça, mais nous, quand on l'a lancé, c'était vraiment génial, c'est qu'il y avait un acteur en France qui était leader là-dessus, mais qui croyait pas du tout au digital. Et donc nous, on s'est mis là-dessus, et c'était canon, parce que il y avait quasiment personne. Il y avait plein d'acteurs qui vendaient des prestations basiques de nuit d'hôtel, billets d'avion. Il y avait Léopold, Go Voyage, etc. Il y avait le leader du voyage sur mesure, mais qui voulait pas se mettre sur le digital. Et donc nous, on a eu un autoroute comme ça pendant quelques années, et c'était canon, quoi. Ouais. Il a fallu le sentir et ce n'est que du bol, ça. Ouais. Honnêtement, c'est juste que le truc que je faisais avant ne marchait pas du tout. J'ai fait un pivot à 360, et j'avais passé un peu de temps au Vietnam, en Chine, et on a lancé des sites là-dessus, mais honnêtement, c'était le hasard, quoi. Ouais.
Ouais. Après, on a bien exécuté, faut bien le saisir, quoi. On a pris des bonnes décisions, je pense. Et on s'est bien structuré. On a travaillé dur. Hein. Les premières années étaient vraiment beaucoup de boulot d'investissement. Enfin, comme toujours quand on monte une boîte. Mais on a vraiment été aidé par le timing. Oui, ça, mais il faut savoir le saisir et et répondre présent. Ouais. Tu as cédé cette boîte-là, tu es investisseur, tu continues à accompagner des créateurs de boîtes, etc. Enfin, tu as pas mal je pense, de responsabilités, de tâches, etc. T'aimes bien être multi-projet. Tu te vois pas. C'est quoi? C'est l'envie de toujours créer parce que c'est de l'ADN d'entrepreneur. Et en même temps, est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent rester fixes sur la même boîte, qui vont diriger toute leur vie? Toi, c'est pas du tout ton truc. Tu as envie de toucher en permanence. Moi, ça aurait pu l'être. En fait, c'est juste que Marco Vasco, c'était un business très franco-français. Ouais. En fait, on envoyait des Français sillonner la planète à l'autre bout du monde. Et c'était un business qui était compliqué à internationaliser, en fait. Parce que ça peut paraître étonnant, mais en fait, un Anglais va voyager différemment, un Espagnol aussi, un Italien pareil. Et ça va pas être la même durée de voyage, ça va pas être exactement la même catégorie d'hôtel. L'acte de vente va être différent. Les Français, ça les dérange pas de passer une demi-heure au téléphone, de parler de leurs besoins, de les faire rêver. Et en fait, plus les barrières culturelles sont élevées, et là c'est vraiment très sensible sur le voyage, plus c'est compliqué d'internationaliser. Et finalement, on regarde des grands acteurs du voyage sur mesure mondiaux, il n'en existe pas. Booking, ils vendent une plateforme techno, c'est le même hôtel qu'ils vendent partout, c'est la même interface qu'ils vendent partout, et donc c'est facilement duplicable. Le voyage sur mesure, on rentre dans l'intimité de la personne, qu'est-ce que va évoquer les questions qu'on pose à un client, qu'est-ce que va évoquer pour vous le Japon, enfin on va poser plein de questions très perso, c'est un voyage familial, c'est assez intime, et ça c'est compliqué à dépliquer à l'international. Et si notre modèle avait été internationalisable, j'aurais pu continuer, moi je vais pas de... Tant qu'il y avait de la croissance, encore une fois, moi, ce qui m'amuse, c'était le développement. Par contre, une fois qu'on avait 20% de part de marché, qu'on savait que l'international allait être plus compliqué, pour le coup, j'y voyais un petit peu moins d'intérêt perso. Très bien. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Et après, ce que j'aime bien toucher à tout, je suis un peu tiraillé parce que je suis assez curieux, donc j'aime bien faire des trucs différents, être dans des boards, investir, etc. Et puis après, la réalité, c'est que pour être bon, c'est bien d'être focus aussi. Donc, il faut arriver à trouver le bon curseur. Ouais, ça, c'est un vrai défi. Et à côté de ça, principalement, tu es marié depuis 20 ans, tu as 3 enfants. Bravo déjà. Et parce qu'au rythme de fou, je pense, depuis que tu fais tout ça, tu arrives à trouver un équilibre, c'est toujours la galère, c'est toujours la course, c'est où tu as l'impression que non, c'est bon, tu es pleinement toi au boulot, tu es pleinement toi en famille, Non, pour le coup, je pense que je sais ce qui est vraiment important ou pas dans la vie. Et pour le coup, j'ai toujours réussi à bien concilier vie perso et vie pro. C'est un vrai questionnement parce que mes enfants aujourd'hui, ils voient que j'ai une vie assez cool d'un entrepreneur qui a bien vendu sa société, donc avec beaucoup de liberté, mais ils n'ont pas vu les années où était tout petit ou quand je rentrais le soir, les premières années de Marco Vasco. Je me souviens avec mon aîné, je rentrais pour dîner à la maison et puis je m'en mettais à bosser de 22 à 2 heures du mat. Mais ça, ils l'ont pas vu, ils l'ont. De temps en temps, je leur raconte, ils me disent ouais, bon, on te croit, papa, mais voilà, ça s'arrête là. Non, je pense que j'ai jamais travaillé au détriment de ma vie familiale pour le coup, parce que je sais que c'est le plus important. Et puis c'est génial d'être présent chez soi, d'accompagner ses enfants, de les aider à grandir. Enfin, c'est canon. Ouais, ça c'est important de dire que la réussite familiale est tout autant importante que la réussite pro. Est-ce que tu penses que comme on est sur un podcast bonhomme là, est-ce qu'il y a un côté très masculin de la réussite professionnelle, cette envie c'est un peu de l'accomplissement ultime, de réussir sa carrière, réussir sa vie, avoir de l'argent, ou pas du tout, ou toi tu trouves de bonheur ailleurs, c'est juste que toi t'as réussi, mais c'est pas l'essentiel pour toi, pour un mec. Non, mais moi l'accomplissement c'est, quand j'avais 18-20 ans, il y avait des gens, et d'ailleurs c'était marrant, les premières personnes que j'avais fait rentrer au capital au tout début en tant que business angel chez Marco Vasco, c'est des gens qui m'inspiraient, mais pas du tout parce qu'ils avaient plein d'argent, mais parce que je trouve qu'ils avaient une liberté de dingue. Et il y avait à l'époque le premier actionnaire, il y avait le mec qui avait monté, il y avait le gars qui avait monté le guide du routard, il y avait le gars qui avait monté des Griff Tours, qui voyageait, qu'il avait revendu à last minute, qui voyageait 4 mois par an, et il y avait le patron fondateur de Nature et Découverte. C'est pareil, c'était des gens qui avaient énormément de liberté, qui voyageaient énormément, et je trouvais que c'était passionnant qu'aller à la rencontre de par leur métier, de plein de monde dans plein de pays, et c'était plutôt ça qui m'animait, moi. Et après, je trouve que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'aventure entrepreneuriale est vraiment un stimulant chouette. C'est canon de recruter des gens, de les faire adhérer à un projet,
de grandir soi-même en même temps que le projet et de voir les autres grandir, de les accompagner, que tout le monde se développe en parallèle. Je trouve ça canon. C'est un travail collectif. Hein, Et autour de toi, il y a plus, je sais pas si c'est pas un débat parfois, de savoir si c'est une caractéristique très masculine d'entreprendre ou est-ce que tu as l'impression d'avoir de plus en plus de femmes qui entreprennent Non, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes. Il y a 20 ans, tout à l'heure, tu parlais d'aventure. Je pense qu'il y a 20 ans ou 25 ans, c'était peut-être un peu plus une aventure. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se mettent à entreprendre, qui montent des boîtes à la sortie de leurs écoles, etc. C'est vrai. Et je sais pas quel est le pourcentage des gens qui sortent des grandes écoles qui sont entrepreneurs, mais je pense qu'il a énormément augmenté depuis 10 ans. Et je pense que ça veut dire quoi, ça? C'est une recherche pas envie d'aller dans s'insérer dans un truc déjà je pense que le grand groupe ne fait plus rêver aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Hein. C'est le très grand groupe. Je pense que les boîtes du CAC 40, honnêtement, font beaucoup moins rêver. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'il y a 30 ans, les gens rêvaient de bosser chez L'Oréal, après ils rêvaient de bosser chez Google, et aujourd'hui, ils veulent même avoir beaucoup plus de sens dans leur métier. Oui, le sens, c'est hyper important. Donc, la recherche du sens est, je pense, cruciale. Mais c'est marrant d'ailleurs, parce que est-ce que c'est une grande aventure? Enfin, moi, je trouve que c'est surtout une énorme chance d'être entrepreneur. Et après, quand je vois, moi, même des gens qui ont 10 ans de plus que moi, je vois bien que le marché de l'emploi, quand on approche la seniorité, elle est compliquée. Hein. Passer 55 ans, c'est beaucoup plus aventurieux d'être salarié que d'être chef d'entreprise, quoi. Que d'être entrepreneur. Quoi. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à un jeune, parce que si ça devient même monnaie courante, mais avec ton expérience, qu'est-ce que tu dirais là à un jeune entrepreneur de 25, 30 ans qui se lance, qui veut entreprendre sa boîte, et si tu as des conseils, des trucs à pas faire ou au contraire à faire, rate-toi un bon coup et c'est mieux. Déjà, je pense que le plus important, c'est de trouver un secteur, un positionnement, un produit qui plaît vraiment, qui leur passionne, quoi, et puis de le faire pour eux et pas par rapport aux autres, quoi. Mais je pense que quand on a un produit qui est vraiment stimulant, c'est génial, quoi. Je pense que ça donne déjà, donc trouver un secteur qui les passionne, c'est génial. Et puis il faut foncer, il faut apprendre, il faut faire des conneries, c'est comme ça qu'on avance, quoi. Être passionné, et ça donne tout le sens à ce qu'on fait. C'est vrai que là, je reviens un peu sur ce qu'on disait juste avant sur le sens du travail. J'ai l'impression que ma génération, c'est un critère, c'est même le critère peut-être maintenant de trouver du sens. Et la question du sens dans son travail se pose beaucoup plus vite peut-être qu'avant, où en quelques mois, les gens peuvent changer parce qu'ils disent non, en fait, je m'emmerde derrière mon ordi, ou je trouve pas de sens à ce que je fais. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un risque aussi de... Bon, du coup, ça pose la question du système de travail, mais en même temps, est-ce que si on commence à tout remettre en question dans toutes les boîtes, toutes les choses, à un moment, plus personne répondra au poste aussi essentiel. Et on va non, mais je pense que le sens, c'est une chose, mais aussi... dans le travail, moi, ça fait partie de ce que j'essaie de véhiculer à mes enfants. Il y a le sens, il y a le plaisir, mais il y a aussi le goût de l'effort. Il y a rien sans rien. Et ça, c'est peut-être ce qui est en train d'être peut-être un peu oublié tu parlais de toute nouvelle génération qui sont absolument en quête de sens. Mais la réalité, c'est qu'il faut bosser pour se développer soi-même et pour apprendre. Le goût de l'effort, c'est peut-être plus dur. Et le goût de l'effort, il est un peu moins à la mode aujourd'hui. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et une autre part là de toi, c'est donc l'investissement. Est-ce qu'il y a un côté un peu, quel est ton rapport un peu à l'argent, de ce sentiment de pouvoir investir dans des boîtes qui marchent, d'y mettre un peu de ton argent, ton capital, il y a une vraie joie de pouvoir accompagner des projets qui se lancent. C'est un peu un côté un parrain, un grand-père. Enfin, quelle est ta vision de ça? Grand-père, t'es sympa à 50 ans, mais pardon. Non, mais je veux dire le côté. À la fois, il y a le côté très. C'est de l'argent, c'est du business, faut que l'affaire marche. Donc très peut-être requin, businessman, mais aussi ce côté. C'est accompagner des projets qui se lancent. Ça va être une vraie satisfaction de pouvoir être à ce stade-là. De passer dans cette part où c'est toi qui vas. De toute façon, quand on est entrepreneur, on a tous cherché de l'argent près de business angel et du love money. Donc voilà. Donc après, il y a un peu de rendre entre guillemets aux autres. La réalité, c'est que c'est super compliqué à faire. C'est que moi, si je regarde tous les investissements que j'ai fait en direct dans les startups, il y en a beaucoup qui valent pas grand-chose. Okay. C'est un autre métier du coup, investisseur. Ouais, c'est un autre métier. Moi, j'ai souvent un peu l'impression, je le fais de moins en moins d'ailleurs. Maintenant, j'investis plus dans des fonds où je confie mon argent à des gens qui savent beaucoup mieux le gérer et en tout cas mieux investir que moi sur cette partie-là. Je pense que quand on est entrepreneur, moi j'investissais rarement pour des bonnes raisons finalement. On investit pour son cœur et pas tellement avec sa tête, alors qu'un investisseur, ça reste très rationnel, je pense, dans son approche.
Et voilà, et là, on rencontre un entrepreneur qui nous présente son projet, qui est passionné par son truc, qui nous fait son numéro de claquette et on a tendance à investir assez rapidement sans au même regarder véritablement ni le marché, ni le produit, ni le BP, ni quoi que ce soit. Intéressant ça. Et voilà. Donc le bon entrepreneur n'est pas forcément le bon investisseur. Enfin, c'est un deux métier qui est différents. très différent, sauf si on décide de le faire vraiment professionnellement, d'en faire son métier à plein temps et puis de se former à ça. Mais c'est différent, ok. Mais c'est un peu différent. Excellent. Et une autre dimension aussi chez toi, c'est la montagne, si je me trompe pas. Ouais, j'aime bien. Enfin, moi, j'aime bien la montagne, les océans, les grands espaces. Ta holding d'investissement K2 Invest, le nom est inspiré d'un sommet, deuxième sommet, non, après l'Everest. Le deuxième sommet le plus haut du monde, mais certainement le plus dur à gravir. Ouais. Il a été gravi pour la première fois par la face nord il y a un an. Jusqu'il y a un an, tous les gens qui avaient tenté étaient décédés. Ah oui. Ah ouais, c'est la montagne la plus dangereuse du monde, je pense, le K2. C'est un milieu, qu'est-ce que tu trouves qu'est-ce que tu vas rechercher dans la montagne L'apaisement, l'inspiration, principalement. Ouais. C'est un équilibre nécessaire d'aller dans ce genre de moment où tu sors de tes chiffres, de ta croissance ou autre, et d'aller dans ces lieux qui n'ont rien à voir. C'est génial. Enfin, que ce soit d'ailleurs à pied ou même, moi j'aime beaucoup le ski de rando. On fait souvent on part quelques jours avec des copains, c'est canon. Dormir dans des refuges, être complètement déconnecté, ne plus avoir de téléphone, être tout le temps entre à plus ou moins 3000, 4000 mètres d'altitude dans des grands espaces, c'est génial, moi j'adore. Tu parles de téléphone, ça n'a rien à voir, mais justement le téléphone, je sais pas pourquoi je parle de ça là, mais je suppose que pour toi ton téléphone doit sonner en permanence, Oui, il sonne, enfin. C'est vraiment une question perso, mais comment tu le vis ça? Est-ce que toi tu t'y es habitué ou t'as l'impression que c'est vraiment un poids en permanence ou voilà, c'est la vie comme ça maintenant, on a une portable en permanence où t'arrives à t'en libérer, t'as besoin d'être dépendant, enfin je sais pas. C'est un truc qui a rien à voir, j'ai pas prévu d'avoir. Pour moi, c'est surtout un outil de travail. Enfin d'ailleurs, c'est intéressant, ça fait partie des échanges qu'on a avec mes enfants où je vois qu'ils passent du temps sur les téléphones et pas forcément comme j'aimerais qu'ils en passent, mais bon, après c'est à train de m'adapter aussi. Donc voilà, mais pour moi en tout cas c'est avant tout un outil de travail. De temps en temps je regarde mes stats dessus, en fait je vois que la première appli c'est Outlook, donc c'est de l'email, donc c'est du boulot. Donc voilà, après c'est un prolongement du bureau aujourd'hui. Donc on passe moins de temps derrière son bureau, mais finalement on bosse différemment quelque part. J'ai l'impression que c'est vraiment c'est la manière de travailler qui est très différente. Qui change vite, oui. Et trouver donc montagne, etc. Quel est le pays du coup avec ton expérience de grand leader du voyage, etc. Où c'est le mieux de faire de la montagne. Ça peut être très dépaysant, mais je trouve qu'en France c'est absolument canon. C'est vrai. Non, mais il y a plein d'endroits en fait, mais les Alpes sont dingues en fait. On a la chance d'avoir un territoire de jeu qui est absolument magnifique. Donc voilà, c'est canon. Et après, j'ai eu la chance de me balader et dans l'Himalaya et dans la Cordillère des Andes, mais c'est très différent. C'est pas les mêmes montagnes, c'est plus des sommets. Donc là, on va vraiment pour le coup sur de l'alpinisme et on se fait un sommet, on le redescend et voilà. Mais c'est très différent. Ok, c'est pour la montagne et destination balnéaire. Tu conseilles quoi? Ouais. Alors moi, je préfère être sur un bateau que sur une plage, donc je suis assez fan de la Côte Basque où j'ai la chance d'aller régulièrement. Mais voilà, mais j'aime bien être sur une planche de surf, sur un wing ou sur un catamaran, n'importe quoi, mais un truc qui bouge quoi. Excellent. Je comprends. C'est plus, Et une destination un peu vraiment radicalement différente où tout est, je sais pas, une destination peut-être préférée où tu sens qu'il y a, tu pars loin de la France, il y a vraiment, il y a plein de pays où il y a plein à voir, mais tu sens un peu une recherche de radicalité dans toutes les dimensions d'un nouveau pays. Écoute, j'ai eu la chance de beaucoup me balader. On a pris le plus beau voyage que j'avais fait. Enfin, en tout cas, le plus long, c'était un aller simple pour Shanghai où on a passé 4 ans avec ma femme. Mais c'est pas celui le plus dépaysant. Pour moi, celui qui reste la planète Mars, c'est le Japon, quoi. C'est clairement. C'est vrai qu'ils sont dit souvent. C'est pas un pays que je connais très bien, mais j'ai eu la chance d'y aller 2 fois et c'était absolument incroyable, quoi. Tout est différent. Ah ben, la première fois que j'y suis allé, j'avais un copain qui était missionnaire, qui était parti avec les missions étrangères de Paris depuis 17 ans, qui était prêtre là-bas, donc il disait la messe tous les jours en japonais, etc. Donc dans un petit bled, dans une banlieue d'Hokkaido, etc. Et c'était vraiment un autre pays, et tout ce qu'il m'expliquait, tout ce que je pouvais voir en passant quelques jours avec lui, c'était juste extraordinaire, quoi. C'est incroyable ça. Et il me disait après 17 ans, 18 ans, je me souviens, il rencontre un copain dans la rue qui était comme lui, qui était un
un blanc très occidentalisé. Et bizarrement, il se parlait japonais. Donc, j'ai dit, mais il vient d'où ton pote là? Pourquoi vous parlez japonais? Et il me dit, bah, c'est normal, il est américain, on se parle japonais. Donc, tu vois, moi, ça me surprenait un peu. Mais bon, lui, il trouvait ça normal. Et ils étaient vraiment devenus, enfin voilà, très très locaux. Et pour autant, il disait, je resterai toute ma vie un éternel touriste au Japon, tellement tout est différent. Et c'est fou ça. d'un point de vue mode de pensée, culture, enfin tout. C'est incroyable. Enfin, il y a plein de pays fascinants. Je pense qu'on peut voyager toute sa vie. Il faut vite que les avions marchent à l'hydrogène et qu'on trouve un moyen oui, c'est ça. un peu plus écologique. Ou en bateau. Ou en bateau, ça voilà. plus de temps, mais à la voile, à la rame. Et faudrait que j'aille au Japon. Et je crois, un autre domaine chez toi aussi, est-ce qu'il y a pas que le business? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te tiennent à cœur, d'autres engagements, d'autres choses pour toi qui sont fortes et importantes dans ton quotidien? Ah ouais. J'ai souvent, d'ailleurs, depuis très longtemps, essayé d'avoir un petit engagement social dans la vie. Donc, ça allait à 18 ans où j'étais parti 3 ans à l'époque comme volontaire, pardon, pas 3 ans, 3 mois pour bosser pour Mère Teresa à Calcutta où j'allais travailler auprès elle était, Mère Teresa était encore elle était encore en vie, ouais. J'ai eu la chance de la rencontrer et d'échanger avec elle très brièvement, mais elle était en vie, donc c'était assez génial. Et après, dans différentes assos, voilà, aujourd'hui, j'essaie de passer un peu de temps avec Hiver Solidaire, qui est une association pour des SDF qu'on accueille du 15 décembre au 15 mars et dans des paroisses. En fait, c'est les églises qui mettent à disposition une salle pour les accueillir, pour dîner et dormir. Donc moi, je fais ça 1 fois par semaine l'hiver depuis 3-4 ans. Donc tu dors sur place avec eux? Ouais, je dors sur place, voilà, tous les mardis soirs. Et donc on a un petit groupe qu'on accueille pendant tout l'hiver. Et chaque soir, ils peuvent venir, les élèves peuvent venir dormir à cet endroit alors c'est toujours les mêmes pendant les 3 mois d'hiver. Ça leur fait passer l'hiver. Et donc en plus, tu peux commencer à créer des relations. Enfin, moi, il y en a même un qui est devenu un super copain, Patrick, il y a 4 ans, qui a un gars absolument exceptionnel, qui a passé 18 ans dans la rue. C'est absolument incroyable qu'il s'en sorte aussi bien. Ouais. Et aujourd'hui, qui a pu retrouver ses enfants qu'il n'avait pas vus depuis sa naissance. Enfin, qui a eu un parcours très, très chaotique. Dès la naissance, parce que lui-même avait été abandonné. Enfin bon, bref. Oui. Et ouais, non, c'est génial. Ouais. Donc, je suis très, très impliqué. J'adore cette association. Je trouve qu'ils font un travail merveilleux. Ils font pas beaucoup de bruit, mais ils font un travail de dingue. Et très bien. Donc tous les hivers, il y a ça. Tous les hivers, il y a ça. Et puis j'essaie dans une société dans laquelle je passe du temps en ce moment, qui est une participation dans laquelle je suis actionnaire majoritaire, qui s'appelle 99 Digital également. Ouais. Donc là, on aide un petit peu les enfants du Mékong. On aide avec des mécénats de compétences quelques associations. Et puis, on essaye de voir avec une association qui s'appelle Entourage si on ne peut pas recruter également des anciennes personnes de la rue pour les faire travailler. Ah, c'est génial ça. Ouais. Donc voilà, un beau défi. Ouais, ça va pas être simple parce que c'est beaucoup de gens qui souvent ont des compétences quand même plutôt manuel et pour le coup cette société c'est vraiment du travail derrière un ordi donc ça n'a pas été évident mais c'est un beau challenge. Ouais, trop bien. Bon courage, mais trop aussi de faire ça et bravo pour ces beaux engagements. Et quelques questions un peu pour finir cet échange, Geoffroy. Est-ce que tu as des exemples un peu toi dans ta vie, des exemples d'hommes à la fois peut-être dans le monde de l'entrepreneuriat, mais même de manière générale des histoires de vie vivants ou décédés, hein, mais qui sont un peu qui ont pu être un peu des marqueurs dans ton parcours de mari, de père, de chef d'entreprise, de Geoffroy de Bec de Lièvre tout simplement. Moi, il y a plein de gens qui m'inspirent et tous pour des raisons très différentes, des personnalités très différentes. Il y en a qui ont été des entrepreneurs, il y en a qui ont été... Il y a un monsieur qui m'a beaucoup inspiré, je trouve absolument génial. J'ai fait beaucoup de bateaux avec lui. Il avait un bateau à la Trinité et Louis Rousselin, il avait monté un équipage avec... il avait sur son bateau son fils et ses petits-enfants. Il avait demandé à ses petites filles de trouver plein de copains pour naviguer. Donc moi, j'étais dans les copains et on naviguait pendant des années avec ce monsieur qui, à midi pétante, il fallait lui servir son whisky dans la coupe du capitaine. Et même si on était en pleine manœuvre, il était reparti faire un tour du monde à 90 ans. Et je trouvais que ce monsieur qui avait perdu sa femme quelques années avant, mais qui continuait à être aussi proche des jeunes, et puis de vouloir autant voyager, faire autant de choses, je trouvais ça génial. Ouais. Toute cette jeunesse et cette fraîcheur d'esprit. Donc il y a plein de gens qui m'inspirent. Il y a des entrepreneurs que je trouve top aussi. Un exemple un peu d'entrepreneur, peut-être
ou connus, enfin pas forcément connus d'ailleurs. J'avais eu à mon board pendant quelques années Olivier Duhac qui a monté WebHelp et qui était une boîte absolument exceptionnelle qui a été développée, je crois, je sais plus combien ils sont, 150 000 salariés. Et je trouvais qu'il y avait un profil d'entrepreneur assez incroyable, qui a gardé vraiment les pieds sur terre, une réelle humilité, une curiosité incroyable. Enfin, moi, j'admire beaucoup les gens pour véritablement leur personnalité et leurs caractéristiques humaines, entre guillemets. Mais voilà, mais lui, en tout cas, je trouve que c'est quelqu'un qui fait partie des entrepreneurs qui m'ont inspiré. Mais enfin, il y en a d'autres. Qui garde la tête froide malgré le succès ou tout ce que ça. Tu parlais d'humilité, etc. Enfin, c'est important de savoir. Mais c'est marrant, j'avais lu un bouquin qui m'avait. Puis j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, From Good to Great, sur les boîtes qui arrivaient à se développer et dans la durée. Parce que finalement, on voit que les plus grosses sociétés du monde il y a 20 ans étaient différentes de celles il y a 50 ans, qui étaient différentes de celles d'il y a un siècle. Et ils avaient identifié quels étaient les quelques points communs de sociétés qui arrivaient à passer véritablement le temps et à se transmettre dans les décennies. Et il y avait des points communs qu'on retrouve assez facilement, l'innovation, culture du changement, etc. Enfin, des trucs auxquels on peut s'attendre. Mais il y en avait eu une qui était en fait de se dire, en fait, c'était la position d'humilité du président qui était toujours au service de la société et non pas à son propre service. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel et à comprendre. On est là, on est véritablement au service de la société. Excellent. Une belle leçon, ça. Autre question, si dans quelques années, on a un de tes enfants qui vient dans ce podcast, et si on demande alors quel exemple de père tu as eu dans ta vie, et quel exemple de père tu aurais envie qu'il te dise de toi, question peut-être un peu spéciale, mais quel type de père tu veux avoir être pour tes enfants? Et j'espère à l'écoute, accessible, compréhensif, supportive. On verra ce qu'ils diront. Non, mais c'est un défi permanent. Enfin, c'est la paternité, c'est pas. J'en dis souvent, les garçons, j'ai 3 gars, mais j'en dis souvent, vous avez 2 oreilles, une bouche, essayez d'écouter 2 fois plus que vous ne parlez. T'as 3 gars. C'est sportif. Mais voilà, donc j'espère transmettre également ces caractéristiques-là. Ouais, pour un gars, lui dire qu'il a 2 oreilles et une bouche et moins parler, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais c'est une belle image. J'avais pas celle-là. Ouais, très bien. Je la réfléchirai un peu plus. Et puis voilà, et après, surtout, on est là pour... j'aime bien l'image de... je pense souvent à ça dans l'éducation. Des racines et des ailes, on est là pour leur donner des racines, mais après, voilà, c'est à eux de prendre leur envol et de le faire en toute autonomie. Et s'ils ont cette indépendance et qu'ils vivent la vie qu'ils ont envie... par rapport à des choix réellement personnels et pas la vie des autres, ce sera génial. Ouais, ça, ouais. Ouais, mais moi, je trouve ça vertigineux. Bon, je suis jeune, j'ai 25 ans, mais je trouve ça vertigineux. Je me dis, ce moment où tu deviens père, tu rentres dans une notion de temps long qui est énorme, quoi. Enfin, tout est dans le temps, il faut lâcher prise, et en même temps, t'es hyper responsable. Enfin, c'est ça, ouais. Je trouve ça vertigineux. Du coup, c'est toujours chouette d'entendre des retours de vieux loups de mer dans la paternité. Et pour finir, la question un peu générale, mais qu'on peut peut-être orienter avec toi sur le fait d'être un gars entrepreneur. Quel est pour toi, si généralement je pose aux invités, c'est quoi être un homme? Donc tu peux répondre à cette question très large, et aussi peut-être c'est quoi être un homme entrepreneur pour toi, Geoffroy? Double question un peu spéciale pour toi. Mais pour moi, il y a un ensemble, mais c'est arriver à être un entrepreneur, un chef d'entreprise au bureau, à être un mari avec sa femme et être un père avec ses enfants et voilà, et toujours présent avec ses amis. Donc c'est d'arriver à concilier toutes ces facettes et c'est quelque chose d'assez complet. Ouais. Et qui s'apprend au quotidien, je pense, qu'il faut savoir se remettre en question. Prendre du temps, de temps en temps, pour aller justement réfléchir à tous ces sujets et ne pas se faire absorber par le quotidien. Avoir une vision vraiment à long terme de ce qui est important, avoir des vrais marqueurs dans la vie de ce qui est important. Mais moi, il y a plein de trucs là-dessus qui m'aident. Je me souviens, j'avais lu le bouquin d'une infirmière qui avait accompagné pendant 20 ans des personnes en soins palliatifs. Et donc, elle avait écrit les 5, je sais plus ce que c'était, les 5 remords des gens avant de décéder. Intéressant ça. Ouais. Mais tu vois, donc moi, il y a autant des bouquins de management que des bouquins comme ça sur la vie qui me nourrissent, on va dire, et qui font que j'essaie de garder un cap et de m'y tenir.
Il y a des moments du coup un peu ressources que tu t'imposes nécessaires dans une année, ou des temps de lecture, des temps où tu pars seul, où je sais pas, où tu vas t'isoler. Ou de marche. Enfin, typiquement la montagne, je pense que c'est vraiment des moments de ressources. Ouais. Voilà, après, moi, je suis un catholique, donc je peux aller me ressourcer dans un monastère pendant 2 jours si j'ai besoin. Ça fait longtemps, mais à l'époque, je le faisais plus régulièrement. Ouais. Mais voilà, il y a plein de moyens de ressourcer et de prendre un peu de recul. Ouais, l'importance de prendre du recul, de pas être la tête dans le guidon et être qu'un fonceur. Enfin, l'entrepreneur, c'est pas que le fonceur qui va. Ah ouais, non. Enfin, à 25 ans, c'est ça. Et puis avec quelques années, j'apprendrai. On a la même énergie, mais on a un peu de recul sur soi-même. Je pense qu'on a appris à se connaître. Et je pense que ça fait partie du travail de la vie, c'est d'apprendre à connaître ses forces, ses faiblesses. C'est essentiel. Et là, pour toi, l'aventure n'est pas finie. Tu te vois, enfin, tu as encore plein de projets, des idées, des envies de créer. Enfin, moi, je trouve que c'est un super stimulant de continuer à entreprendre. Donc, pour l'instant, j'ai toujours cette envie et cette énergie. Ouais. Trop bien. Bon, on te souhaite encore de trop belles aventures. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps merci à toi, c'est sympa. De venir avec nous pour les auditeurs et je pense inspirant sur figure d'entreprendre. Donc, merci beaucoup, Geoffroy. Voilà, messieurs, c'est tout pour cet épisode. On espère que vous avez apprécié cette conversation avec Geoffroy de Bec de Lièvre. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner au podcast Bonhomme le Talk et de mettre votre meilleure note pour booster les contenus sur toutes les plateformes. On se retrouve dans 15 jours, comme d'habitude, pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Et d'ici là, bonne navigation dans vos propres vies. Tenez bon la barre et bon vent.